Partout où vous nous suivez à travers le monde, sachez très bel et bien que vous êtes en train de suivre BB1, très chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Je suis Yoshimbunga, votre présentateur. Chaque semaine, nous nous retrouvons ici sur ce plateau avec des invités ou aussi un public. Vous allez leur découvrir tout à l'heure, on n'en est pas encore là, mais moi je suis très ravi, en tout cas très content de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, que ce soit sur Internet, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram et partout, surtout encore devant vos postes téléviseurs parce que B1 Télévision, en tout cas, nous passons un peu partout au monde. Et donc, c'est un plaisir de savoir que nous allons partager 53 minutes de bonheur. Oui, chaque BB1, c'est un sujet, c'est des invités, c'est un public. Nous allons découvrir les gens qui sont, en tout cas sur ce plateau, des très belles personnes qui ont aussi des têtes bien faites. Donc, je m'en vais d'abord demander à tout le monde de pouvoir s'acclamer. Tout le monde sur ce plateau, applaudissez quand même pour votre présence. Encore plus fort, non? Allez, oui! Et oui, partout où vous nous suivez, sachez très bel et bien que nous sommes ici à Kinshasa, depuis la RDC, République démocratique du Congo. Et donc, nous allons passer un très bon moment, comme je disais tout à l'heure. Nous allons pouvoir commencer avec les présentations. Sur ce plateau, en tout cas, nous avons deux invités. Nous allons commencer par Madame. Elle s'appelle Madame Christelle Bahati. Elle est designer, DG de Blackwood. Une entreprise en tout cas qui nous expose aujourd'hui tout ce que vous voyez sur ce beau plateau, en tout cas sur cette table et aussi par terre. Nous allons découvrir un peu ce qu'elle fait, nous allons la découvrir. Donc Madame Christelle, bonsoir. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ça va, ça va. Oui. Toujours aussi souriante? Bah, toujours. On acclame pour Madame, non? En tout cas, bienvenue encore une fois sur BB1. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, j'ai un peu parlé brièvement de vous. Pouvez-vous rajouter ou encore compléter à ce que je disais? Alors, oui, je suis la promotrice de la marque Blackwood, qui est une marque qui fait principalement dans la décoration d'intérieur, les objets décoratifs, et dans l'ameublement et d'autres accessoires aussi. Donc, nous sommes dans un style afro-contemporain, donc parce que nous ne voulons pas tomber un peu dans les objets qui sont trop traditionnels, trop folkloriques. Donc nous ajoutons une petite touche moderne à ce que nous faisons. C'est ça. Bien dit, on va venir chez monsieur Toms Lutondo. Monsieur Yoshi. Vous allez bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va, ça va. On s'est beaucoup raté. Aujourd'hui, vous êtes là. Finalement, oui. Ok, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ouais, le plaisir est partagé. Vous êtes activiste dans la politique, juriste de formation et vous pouvez ajouter le reste. Eh bien, j'aime pas trop me définir ainsi. Politique, oui, mais pour moi, la politique, c'est un peu comme un apostolat. Hein. C'est un peu comme un apostolat. Moi, je me définis plus comme si tu veux, comme ça, comme un activiste et j'œuvre aussi dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu ça. En bref, la politique, je la fais comme un apostolat. Ok. Ouais. Et vous avez oublié d'ajouter que vous êtes une star sur Facebook. Oui, les amis me définit un peu comme, je ne sais pas moi, un influenceur. Bon, moi, je sais que les influenceurs, c'est plus le blanc. C'est les occidentaux parce que eux là-bas, ils gagnent leur vie au travers de ça. Mais c'est vrai, si on peut influencer les autres positivement, je le prends. On applaudit quand même pour Toms. Et bienvenue à vous sur ce plateau. Et donc, je reviens chez vous, très chers téléspectateurs. Comme je disais au début, chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour essayer de comprendre quelque chose qui se passe aujourd'hui. Déjà, c'est très important de savoir que on dit souvent que si vous ne savez pas d'où vous venez, comment savoir où vous allez? Ou encore, pour bien savoir où vous allez, pour bien comprendre où vous allez, mieux vous connaître d'où vous venez. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique et vous allez remarquer que nous sommes sur un plateau africain. En tout cas, si on zappe et qu'on tombe sur cette émission, qu'on soit aux États-Unis ou en France, on verra que nous sommes en train, en tout cas, d'émettre depuis l'Afrique. Mais nos traditions, nos habitudes, nos coutumes, est-ce que avons-nous
en tout cas donné le dos à ça. Étions-nous en train de vouloir devenir blancs ou occidentaux? Nous allons essayer de comprendre ça. On va commencer par vous. Alors, déjà, d'où vient l'idée de créer quelque chose mais de black? Alors, quelque chose mais de black. Oui. L'idée, en fait, m'est venue parce que j'ai accompagné mon mari ici au Congo. Donc, en visitant un peu la ville, la capitale et tout, je suis tombée sur les marchés d'art et tout. Donc, j'ai vu la beauté de ce que le Congo pouvait nous proposer en matière de bois, en matière d'étoffe. Et c'est juste impressionnant. Mais ce qui est je dirais choquant, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très valorisé. Je crois que c'est plus les personnes d'autres pays qui viennent apprécier, les étrangers qui viennent apprécier ce que nos artisans font ici. Mais moi, ça m'a vraiment frappé. Alors je me suis dit, mais pourquoi pas apporter moi aussi ma petite touche à tout ça, et je me suis lancée dans Blackwood, dans cette aventure en fait. Bien dit. Alors Toms, l'éducation, c'est d'abord la maison. On va revenir sur madame peut-être avec la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, nos parents africains ont vraiment le temps de parler à leurs filles, ont le temps de parler aussi à leurs garçons, parce que les enfants c'est de deux côtés, pour leur transmettre les vraies traditions que ces parents ont eu à voir quand ils étaient jeunes, que les grands-parents leur ont transféré? Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore ces temps-là où on se met en famille, on essaie de parler de vraies valeurs, on essaie de parler de mélange des petits produits qui guérissent telle maladie, des choses un peu typiquement africaines? Est-ce qu'il y a encore ce temps-là? Merci pour ta question, elle est vraiment capitale et importante, il faut le rappeler. Donc on ne doit pas s'y voiler la face. C'est vrai que je commencerai à répondre en vous donnant un exemple très très concret. Vous savez, aujourd'hui dans la société, je vous donne un exemple comme ça, il y a dans la culture, ces valeurs sont restées par exemple, pour ne pas le citer, dans la culture Luba par exemple, vous verrez que les gens ont cette facilité de s'exprimer dans leur langue nationale. Exactement. Par exemple. Voyez-vous, c'est quelque chose qui provient de différentes tribus, de différentes familles, j'allais dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vu la situation économique, vu la situation sociale, les parents n'ont presque plus le temps d'éduquer leurs enfants. Ils n'ont presque plus le temps de passer beaucoup plus le temps en famille avec les enfants, parce que tout le monde doit travailler. Avec l'autonomisation de la femme, donc la femme travaille, l'homme va au travail. Alors on se rend compte que les enfants ne sont pas très bien encadrés, et c'est difficile pour eux de recevoir de leurs parents l'histoire, la tradition et tout ce qui s'est passé avec les ancêtres, tout ça. Et vous voyez, même dans l'ancien temps, il y avait chaque nuit, chaque soir, il y avait le parent qui s'est rassemblé autour du feu pour raconter les histoires anciennes, pour parler de leur vécu, pour parler de fables, et même de leurs histoires. Aujourd'hui, avec tous ces détours, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui poussent aux parents de se réserver, parce qu'on se dit que non, c'est encore très tôt pour en parler aux enfants. Donc c'est un peu ça. Je dirais, pour répondre brièvement ou directement, je ne pense pas. Je ne pense pas que les parents ont suffisamment le temps pour transmettre la culture africaine ou congolaise en particulier à leurs enfants. Ok. Alors madame, j'ai une question. Déjà, quand on voit votre robe, on voit le côté africain, plus ce que vous faites. Moi, j'aimerais savoir un peu. Vous le faites juste pour gagner de l'argent, ou vous avez l'envie africaine ancrée en vous? Bon, on connaît déjà la réponse, mais parlez quand même. On l'applaudit, hein? C'est à la télé, de toute façon, on connaît. Non, je ne dirais pas que c'est pour gagner de l'argent. Je suis vraiment tombée amoureuse, moi, du Congo, d'abord du Congolais, parce que mon mari est congolais, mais aussi du Congo, parce que moi, ces bois, par exemple, je les... Voilà, ça passait devant moi sans que je... On ne retrouve pas ça au Cameroun?
C'est pour te dire que ça n'attirait pas mon attention en fait. Donc moi je suis venue, j'ai vraiment pris le temps, peut-être parce que j'avais pas grand chose à faire aussi, et donc j'ai pris le temps de sillonner, de regarder un peu ce qui se faisait, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, c'est en moi, c'est un coup de foudre. Non, c'est pas pour gagner de l'argent, parce que déjà quand vous allez passer à notre showroom, parce que je vous invite par avec la même plaisir. occasion, vous allez voir que nos prix, ils varient, ils commencent à partir de $5. Donc on a les petites choses de $5 et en montant. Donc non, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour valoriser l'Afrique, c'est pour valoriser le Congo, et c'est vraiment, vraiment mon combat. Bien dit. Alors on va revenir un peu chez vous. Aujourd'hui, il y a un problème. On se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, surtout, en tout cas, je pointais de doigt un métier, entre guillemets, mannequinat. Il y a des jeunes femmes mannequins aujourd'hui qui vont un peu jusqu'à s'exposer vraiment presque en moitié nues pour rien gagner au final. Elles font des shootings avec des photographes, etc. Mais les traditions africaines, il y a des choses qu'on voit, on se pose la question, est-ce que ton oncle ne voit pas, est-ce que ton cousin ne voit pas, est-ce que ce sont des choses aujourd'hui qu'on fait parce qu'il faut respecter le métier tel que ça est, ou il faut se rappeler qu'on est africain, on doit avoir des limites? Bon, encore une fois, c'est une réalité, une triste réalité, parce qu'on veut s'adapter à la mondialisation. Malheureusement, on ne le fait pas bien. Même eux-mêmes, chez eux, là-bas, il y a d'autres cultures qui leur ont été imposées par d'autres pays voisins, mais ils ne les font pas forcément. Oui. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte, vous venez de donner un exemple très très fort concernant le mannequinat. Mais si je dois revenir à la jeunesse, moi, j'ai juste envie de dire que la responsabilité incombe bien évidemment d'abord à la famille, à nos familles, et bien sûr à l'État. Parce que ce sont des secteurs d'activité qui produisent aussi énormément dans le showbiz, par exemple. Mais est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a de regroupements de mannequins reconnus par l'État? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que s'ils sont encadrés et ils sont reconnus comme tels, l'État pourrait bien sûr le contrôler, tout en sauvegardant bien sûr notre culture ou notre coutume africaine. Parce qu'il y a une citation qui dit « Un homme sans coutume ressemble à un zèbre sans rayures », voyez-vous. Donc on peut tout copier, on a la possibilité de tout copier, mais on ne peut pas tout copier, malheureusement. Et qu'aujourd'hui, si nous tombons bien sûr dans ça, c'est justement parce qu'ils ne sont pas encadrés à la maison, et l'État ne leur donne pas leur place, la place qu'il faut pour eux. Donc, c'est un peu ça. Bien dit. Alors, madame, moi, j'aimerais savoir un peu. Il y a quelque chose de très important, c'est que nous, Africains, parfois, nous voulons avoir un salon qui ressemble aux Américains, que tous les objets soient comme pour les Français, ou encore Indiens, Chinois, ça va. Est-ce que quand vous faites ces genres de choses, les Africains, le Congolais consomment ça au maximum? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire que parmi vos fidèles clients ou ceux qui font le plus de tours achetés, il y a plus des Africains que des étrangers, par exemple? Parce qu'on se rend compte que souvent les œuvres d'art et tout ce qui est côté africain, ça attire bizarrement un peu plus les Occidentaux que nous-mêmes, les Africains. Oui, malheureusement, c'est un peu ça, où on voit beaucoup plus les étrangers, les Européens qui s'intéressent beaucoup plus à nos œuvres. Mais je crois quand même qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. De plus en plus, je vois, moi, personnellement, dans mon showroom, des Congolais, des Africains en général qui passent, qui s'intéressent, qui sont également émerveillés. Et laisse-moi te dire qu'ils sont étonnés même que ce soit fait ici. Ici, ouais. Oui. Donc, je crois qu'il y a quand même un engouement autour de ça. Les Africains, quand même, je crois qu'ils s'intéressent. Même si la masse continue d'aimer et d'acheter ce qui vient d'ailleurs,
mais de plus en plus quand même, on essaye d'avoir une petite touche quand même africaine quelque part à la maison. Une petite question, moi je me rappelle quand j'étais très jeune, il y avait ces genres de vases où on pouvait contenir de l'eau et ça devenait froid naturellement. On a eu, hein, moi je me rappelle quand j'étais très jeune, on utilisait le piment dans ce genre de petits bols et ces genres d'assiettes ont existé. Vous le faites que pour la décoration ou si monsieur Bahati m'invite à manger, on applaudit quand même pour monsieur qui a accompagné madame. Hein. Soyez bienvenue. Et donc, on trouvera ces genres d'assiettes chez vous, on mange, des cuillères en bois, etc. Bon, alors, il y a son côté utile, c'est pas que pour la décoration, et j'ai pas pu tout emmener malheureusement, mais on fait aussi des petits pots qui contiennent des épices, du poivre et tout ça là, des planches à découper, des petits mortiers, donc ouais, ça entre aussi dans le côté utile, donc c'est joli, oui, mais aussi utile voilà, dans notre vie de tous les jours, quoi. Bien dit. Alors, Toms, on est en train de parler de quelque chose de très important parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Aujourd'hui, pensez-vous que si les Africains, nous avions pu rester dans notre tradition à 100%, donc nos vêtements, notre style, nos langues, notre style de voir les choses, notre style de construction, est-ce que l'Afrique pouvait peut-être décoller? Non, mais pour te dire vrai, très sincèrement, moi, je crois. Je crois que si les Africains avaient gardé leur tradition, aujourd'hui l'Afrique serait peut-être devant les Occidentaux. Je le pense sincèrement. Parce que je vous donne l'exemple de l'Égypte, par exemple. L'Égypte a pu construire tout ce qu'ils ont construit là en matière de pyramides et tout ce que vous connaissez là, avec des hommes et de femmes égyptiennes qui se sont mis ensemble, qui ont juste utilisé leur culture et ils n'ont pas eu besoin de la France, des États-Unis ou que sais-je encore. Voyez-vous? Donc si les Africains avaient vraiment gardé leur culture, avec toute la richesse qu'il y a en Afrique, je pense qu'on serait loin devant. Mais on ne peut malheureusement pas continuer à se plaindre, tout ça. Mais maintenant, on doit se rendre compte que ces gens-là sont très loin devant nous et on doit s'adapter. S'adapter, bien sûr, en utilisant leur tradition, parce qu'on ne peut pas rejeter, malheureusement, on ne peut pas tout rejeter. On doit utiliser leur tradition tout en gardant l'originalité. L'originalité, c'est ce que madame fait. L'originalité, c'est tout ce qu'on peut donner, tout ce qu'on a au fait. On peut créer en symbiose avec la tradition occidentale, tout en gardant, bien sûr, notre éthique, parce que c'est important. Vous savez, avec un philosophe, le nom m'échappe, ces philosophes-là reposaient l'existence de l'humain sur la raison. Ça, c'est la façon de voir des Occidentaux. Mais nous, en Afrique, notre existence se repose dans les relations interpersonnelles, donc disons dans l'éthique. Donc c'est important de garder notre éthique, de garder notre coutume, mais en utilisant tout ce que la modernité nous amène pour faire le bien. Très bien dit. Je reviens un peu chez madame. Alors, vous êtes camerounaise? Oui, c'est ça. Et vous avez vécu entre le Cameroun, le Bénin. Aujourd'hui, vous êtes en RDC. Quelle est votre expérience en tant que femme par rapport à l'éducation aujourd'hui, par rapport aux valeurs africaines dont nous sommes en train de parler? Je pense que Tom a un peu parlé sur ça au début, mais vous, votre expérience par rapport au pays que vous avez vécu, où vous avez étudié et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui la mère africaine a le temps de rester avec sa fille, lui dire ne fais pas ça, fréquente tel genre d'homme, ne fais pas ceci, voilà. Ou c'est novelas? Alors, je veux dire que je vais parler un peu plus du côté de l'Afrique de l'Ouest parce que j'ai beaucoup plus d'expérience là-bas, de vécu, pardon. En Afrique de l'Ouest, je pense qu'il y a une grande transmission de parents à enfants. Donc les traditions, la façon, le savoir-faire, c'est vraiment transmis de parents à enfants, que ce soit au niveau de la façon de cuisiner, des vêtements, la façon de se vêtir, même au niveau de la médecine.
Donc, ils ont recours à des plantes. Vous n'allez pas voir, par exemple, le béninois courir directement dans la pharmacie. Il va d'abord essayer une décoction avec des plantes et tout. Mais oui, je crois que le gros reste encore à faire. Il y a encore pas mal de choses à faire en Afrique où les parents devraient prendre vraiment leurs responsabilités, où il faut transmettre, où on a des valeurs incroyables. Il faut les transmettre à nos enfants, aux générations qui viennent, quoi. Bien dit. Alors, on va revenir un peu sur ça. Vous les faites tellement bien. Avez-vous un projet, un jour par exemple, de le transmettre? Là, vous parlez de transmettre des valeurs. Une petite école où vous pouvez apprendre aux jeunes, voilà, où vous avez peur que la concurrence arrive. Mais non, pas du tout. C'est un plaisir de transmettre. D'ailleurs, au milieu de ce mois, nous avons un atelier que nous organisons pour les enfants de 6 à 12 ans. Ok. Voilà, pour essayer de leur montrer comment faire un bracelet, comment faire un miroir, comment faire ce genre de choses, comment faire la peinture sur des pots, et ainsi de suite. Donc oui, c'est vraiment notre souci de pouvoir transmettre et que ça continue. Ça ne va pas s'arrêter à Blackwood. Donc il faut qu'il y ait un savoir-faire pour plusieurs générations aussi. Bien dit. Alors Toms, aujourd'hui, quand on essaye de voir un peu certains rois africains ou encore des présidents, enfin on va parler du Ghana et quelques autres pays, on les voit encore habillés en traditionnel, autour du roi ou du président, ou même le gouvernement, en pagne. Ils se déplacent de cette façon-là. Il y a un autre pays, la Swaziland, il y a un pays où j'ai oublié le nom, un pays africain, où le roi aussi s'habille vraiment en africain. Et quand ils sont à un sommet, on se voit, celui-ci vient de l'Afrique, celui-ci vient par exemple de l'Amérique du Sud, mais il est noir. On voit la différence. Aujourd'hui, vous, en tant que militant, que pensez-vous en fait après Mobutu qui avait instruit le côté africain, il faudrait revenir sur nos prénoms bantous, faudrait porter les abakos, etc. Quel est le travail que l'homme politique d'aujourd'hui devrait faire pour renforcer cette africanité en nous? Non, mais c'est important. Vous savez, par définition, déjà, la culture, c'est l'image même d'un pays. C'est ce qui nous donne cette différence entre deux groupes. Donc la culture, elle est tellement importante. Et l'exemple d'ailleurs que vous venez de donner, pour ne pas le citer, même ici chez nous, nous avons notre ministre je crois, de la Santé. Okay. À chaque fois qu'il apparaît, je le vois avec sa veste en paille, tout ça. Oui. Donc ça fait aussi plaisir de le voir comme ça. Oui. C'est important. Alors tout ça, c'est dans l'économie, au fait. Parce que la culture devait forcément être le levier de l'économie. Si la culture n'est pas, ou la coutume, ou la tradition n'est pas très bien respectée, très bien encadrée, l'économie sera toujours en berne, voyez-vous. Alors nous avions besoin de dirigeants assez consciencieux pour construire autour de la culture, mettre de gens à la place qu'il faut pour valoriser notre culture. Parce que si aujourd'hui Mobutu avec ce qu'il avait comme c'était encore quoi, retour à l'authenticité, c'était bien. Et aujourd'hui nous pouvons aussi avoir relancé par exemple notre usine qui fabriquait à l'époque de panne, parce qu'à l'époque je pense que c'était même la première usine en matière de fabrication de panne. Donc aujourd'hui encore on peut mettre de moyens pour tenter de le relancer et vous verrez que tout ça irait naturellement, quoi. Bien dit. Alors je reviens chez vous très chers téléspectateurs pour vous dire que nous y étions. Oui, nous étions au lancement officiel d'un café, en tout cas produit par une jeune dame qui était sur ce plateau dans l'émission précédente. Elle a un café purement 100% quinoise, d'ailleurs, qui s'appelle la quinoise. Nous allons suivre cet élément où, en tout cas, il y a eu des dégustations et on va se retrouver juste après. Découvrez la quinoise, un café rare provenant des hauteurs de Mongafula.
Vraiment, je suis très très contente de prendre du café purement congolais parce que ça prouve en fait qu'on est capable de produire du café chez nous. Et en plus, c'est fait par une fille du pays et ça fait beaucoup plaisir. Alors, l'idée du café, tout d'abord, parce que le café nécessite vraiment un savoir-faire. Vous savez, en France, ils ont le vin et on les prône beaucoup par rapport au vin, par rapport à leur savoir-faire. Et pour le café, c'est la même chose en fait. C'est un vrai métier. Beaucoup de gens voient le métier d'agriculteur comme un métier de paysan. Moi, je pense que c'est un métier noble parce qu'on travaille la terre et le café, c'est une bonne façon de travailler la terre. Passons à l'action. Alors, on vous invite tous à consommer congolais et à acheter du café la quinoise dans tous les supermarchés de Kinshasa. Prenez la quinoa, c'est moins cher et c'est plus bon et vous aidez l'économie. La quine, on appelle la quine, donc c'est une énorme fierté en fait d'avoir un café qui est cultivé ici même à Kinshasa, à Mongafula. Je pense que c'est la première en fait qui cultive son café ici et on devrait s'entraider et la soutenir en fait, tout simplement. J'aimerais surtout dire aux Congolais qu'on doit être fiers de notre sous-sol congolais, on doit être fiers de notre terroir. Il faut se soutenir, il faut consommer congolais, il faut exporter un maximum à d'autres pays. Il faut qu'aujourd'hui, quand on pense au Congo, on pense à combien on est doué, combien on a un savoir-faire et combien on a beaucoup de produits bons de chez nous, que ce soit le café, que ce soit le cacao, les pastèques, il y a tellement de belles choses. Soutenons-nous. La quinoise, l'arôme du café congolais. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez très bel et bien, très chers téléspectateurs, que vous êtes en train de suivre BB One, cette émission qui vous donne en tout cas la chance de comprendre, de savoir et en tout cas de tout maîtriser qui se passe en RDC et aussi à l'extérieur autour des femmes, autour de savoir des femmes. Mais cette émission, nous ne faisons pas appel qu'aux femmes, nous faisons aussi appel aux hommes parce que nous estimons que les hommes ont un rôle très important dans tout ce qui se passe sur Terre. Alors, il faut leur faire venir pour parler aussi autour de ce sujet, pour encourager les femmes, pour leur donner de la valeur, pour leur faire comprendre que pour l'émergence d'Afrique, nous avons besoin d'elles. Et donc, nous avons deux invités sur ce plateau et un public, en tout cas, qui respecte le norme de la distanciation et un public très, très, très minime parce que vous savez pourquoi, d'ailleurs. Donc, pas besoin de vous le dire. Nous allons continuer et ça va commencer avec vous, Tams. Alors, on est en train de parler d'un sujet très important et que vous-même, en tant que je vais dire expert sur les réseaux sociaux, vous voyez que nous sommes aujourd'hui dans une Afrique où les choses qui se partagent, en fait, c'est beaucoup plus les blagues, voilà, en fait, les bad news, les trucs qui tournent autour de la futilité. Pourtant, l'Afrique a encore beaucoup pas donné pour émerger, pour pas avancer. Pensez-vous que cette génération est-elle consciente de ce qui se passe? Est-ce que 60 ans après, quand la RDC aura 120 ans après la colonisation ou après l'indépendance, est-ce qu'on peut se dire qu'on aura un pays plus beau qu'aujourd'hui? Merci Yoshi pour ta question. Alors, permettez-moi de revenir à chaque fois sur la responsabilité de l'État, parce que l'État a une grande part de responsabilité dans la construction d'un pays. On va peut-être me taxer d'être très politique, mais j'ai l'obligation de les dire. Alors, imaginez qu'aujourd'hui en RDC, aujourd'hui quand toi tu fais un crime sur les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ce que tu vois là, l'État ne peut même pas t'arrêter parce que nous avons aujourd'hui aucune loi qui sanctionne le crime sur les réseaux sociaux. La cybercriminalité n'est pas encadrée dans ces pays. Donc, c'est déjà assez difficile. Alors, si les gens sont conscients qu'aujourd'hui, si je publie une fausse information, demain, on va m'arrêter, vous verrez que voilà, les gens seront beaucoup plus réticents. Mais aussi, comme vous l'avez dit, il y a aujourd'hui une réalité sur les réseaux sociaux. Quand tu parles sur des choses très très sérieuses, les gens ne vont pas partager, les gens ne vont pas te suivre. Voilà pourquoi on est amis sur Facebook, tu me suis. Moi, j'ai une méthode très claire à moi. Sur les réseaux sociaux,
ce que moi j'ai compris, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de blagues, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, quand il faut conscientiser, quand ils dorment un peu là, tu glisses quand même quelque chose d'assez important. Au moins tu es sûr que voilà, ils vont pas peut-être réagir, mais ils ont suivi et ils ont capté le truc. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux ont un rôle vraiment à jouer dans la politique, dans le social, dans la vie courante, en fait. Les réseaux sociaux ont un rôle vraiment à jouer dans le commerce, dans l'éducation surtout. Oui. Dans l'éducation surtout. Les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, avec le parent, avec tout ce qui se passe dans nos télés, aujourd'hui, tu peux mettre le code parental à la télé, mais tu ne peux pas le mettre sur les réseaux sociaux, malheureusement. Donc, tout, à la base, c'est d'abord la responsabilité de l'État et ensuite la responsabilité de nos familles qui doivent bien sûr à chaque fois rappeler aux enfants qui nous sommes. Nous sommes africains, nous sommes bantous de surcroît, donc il y a d'autres choses qui ne passeront jamais, alors jamais chez un bantou. Bien dit. Alors madame, quelle est votre vision pour l'Afrique? Parlons de votre rêve pour l'Afrique. C'est encore un peu plus clair. Alors moi, je rêve d'une Afrique qui se connaît déjà, qui connaît ses racines, qui connaît son histoire. Ouais. Je rêve d'une Afrique glorieuse, une Afrique qui se surpasse, qui n'a pas de limite, d'une Afrique qui s'inspire des autres sans se renier elle-même. Donc je rêve vraiment d'une Afrique qui valorise sa culture, qui porte bien haut ses valeurs, ses principes. Bien dit. Et est-ce que où vous êtes passé, que ce soit ici ou ailleurs, pensez-vous que les Africains accueillent bien les autres Africains? Est-ce que à un moment vous vous êtes senti un jour écarté parce que vous êtes dans un pays qui n'est pas le vôtre, ou vous arrivez, vous vous sentez africaine et tout passe bien? Moi, là où je vais, enfin les pays que j'ai sillonnés, là où je vais, je me sens africaine. La seule chose, ce sera la barrière de la langue, mais je me sens africaine. J'essaye de manger ce que le peuple du pays mange. J'essaye vraiment de m'intégrer. Moi, je me Vous avez déjà goûté les chats, les Louba, ils aiment ça. Non, le pondou, oui, je connais, le fumba, voilà les classiques quand même. Okay. Pas le chat, kondoko. On l'acclame, on l'acclame quand même. Alors, on va rester sur vous. J'aimerais maintenant savoir quelle est votre vision pour Blackwood. Comment vous voyez dans 10 ans? Comment vous voyez, parce que l'Afrique est grande, vous pouvez même exploiter le monde entier en exportant tout ça ailleurs pour que les autres Africains et les peuples du monde consomment partout. Et donc, quelle est votre vision? Alors Blackwood, je le vois déjà nous sommes au Congo, je le vois déjà dans pas mal de maisons au Congo, les gens qui adoptent la décoration faite par Blackwood. Je vois également Blackwood qui s'implante dans d'autres pays. Plus une consommation locale que une consommation qui étrangère. Donc Blackwood dans plusieurs pays, Blackwood qui s'étend et qui est adopté vraiment par les Africains. Bien dit. Alors on est en train de chuter petit à petit et donc on va revenir un peu sur vous pour savoir à quel moment pensez-vous que les parents doivent jouer un rôle? C'est l'enfant à l'école primaire? Est-ce que c'est au niveau de l'école secondaire? Parce qu'on sait qu'à l'université, c'est un monde, même à l'école, déjà on rencontre des personnes qui sont éduquées de différentes façons. Voilà, les garçons, les filles, il y a des booms. En fait, il y a beaucoup de filles en fait, qui ont eu des problèmes, des grossesses à partir de ce monde-là. Quel est le point focal ou le niveau où les parents doivent plus miser pour que l'éducation d'une fille soit correcte pour le reste de la vie, selon vous? Merci pour ta question, Yushi. Eh bien, vous savez, nous sommes africains, nous sommes congolais. Moi, l'éducation reçue de mes parents ne finit jamais. Le parent africain a ses côtés forts d'attachement. Donc, un enfant reste enfant jusqu'au jour où il va mourir.
chez un parent africain, c'est ça. Donc l'éducation pour un parent africain, en principe, ne doit jamais terminer. Donc un parent africain, bien sûr, met ses bases, mais continue à pérenniser son éducation parce qu'un enfant restera un enfant durant toute sa vie selon la conception de parents africains. Donc à chaque fois, un parent africain, bien sûr, doit forcément rentrer chez son enfant, suivre son éducation parce qu'un enfant a besoin de l'éducation, même scolaire. À l'école, on nous instruit, bien sûr, mais quand on rentre à la maison, on a toujours besoin de cette petite touche d'éducation à la maison. Un enfant qui va à l'université, même quand il a des parents qui n'ont jamais connu l'université, mais le parent jouera son rôle pour l'expliquer comment continuer à vivre dans une société plutôt qui ne maîtrise pas. Donc l'éducation de parents est perpétuelle. Donc l'éducation continue même dans la vie de couple. Donc vous êtes mariés, mais on aura toujours besoin de conseils de parents. Donc moi, je pense que le rôle de parent est un rôle qui va au-delà de limites, qui ne se termine jamais. Bien dit. Alors, on est en train de jeter, comme je disais tout à l'heure, avant la toute dernière question, j'aimerais savoir, c'est un investissement. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous vous plaignez ou ça va? Non, ça fait une année que vous êtes sur terrain. Oui, je m'attends bien sûr à plus, oui. Mais déjà à ce jour, je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre, mais je sais aussi que ça ira de mieux en mieux. Bien dit. Alors, je reviens chez vous pour le mot de la fin de cette émission. Déjà. Donc, oui, nous avons passé des très bons moments. Exactement. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez lancer un message à tous les parents qui nous suivent en cet instant et tous les Africains qui nous suivent par rapport à l'attachement avec nos valeurs, par rapport à l'éducation des enfants et tout ce que nous avons parlé. Vous avez cette caméra qui est juste en face de vous. Vous pouvez lancer un message fort. Et si vous avez autre chose à ajouter, faites-le. Ok, d'accord. D'abord, je commencerai par remercier Yoshi pour ton invitation. Merci et nous avons passé un très bon moment de réflexion et de partage. Alors, si je dois lancer un message, je pense que je lancerai un message directement aux jeunes. Parce que c'est eux qui sont aujourd'hui le levier de la vie. Parce que moi, j'aime pas et je le redirai toujours, j'aime pas cette citation qui dit que la jeunesse est l'avenir. Non, la jeunesse est aujourd'hui et la jeunesse doit s'étendre vers le futur. Mais on commence aujourd'hui et la jeunesse africaine en général et congolaise en particulier doit toujours garder sa tradition. On a souvent tendance ici en Afrique, quand on voit tradition ancestrale, surtout quand on rajoute ancestrale, on a souvent tendance à croire aux sorciers. Et pourtant, c'est pas vrai. Nos traditions sont, je dirais, nos esprits protecteurs. Nos esprits protecteurs. Des fois, quand un homme n'a plus de repères, il doit rentrer vers sa tradition, il doit rentrer vers sa famille pour se ressourcer. Même quand dans un projet ou dans tout ce que tu veux entreprendre, toi jeune, tu dois rentrer à la maison, tu dois rentrer dans la tradition pour trouver bien sûr de force pour avancer. Bien sûr, en se cultivant avec la tradition étrangère et en créant ces symbioses-là pour faire de grandes choses. Donc voilà, aux parents, continuez à éduquer les enfants parce que l'éducation, comme je l'ai dit, est perpétuelle. Voilà. Bien dit. Alors, on va clôturer avec vous. Avez-vous une page sur les réseaux sociaux ou encore des pages? Comment on fait pour se procurer ce que vous avez? Et avez-vous une adresse? Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous suivre sur Facebook. La page, c'est Blackwood by BM. Et sur Instagram également, c'est Blackwood 787. Nous avons une boutique physique et nous sommes situés sur l'avenue Libération, à l'immeuble Empire, au premier étage. Donc, est joignable au 09 03 822 753. Vous répétez le numéro? 09 03 822 753. Vous avez dicté à votre manière. Oui, voilà. Alors, je reviens
chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission qui, j'estime, a été éducatif. En tout cas, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez saisi, j'espère que vous avez profité de ce moment de réflexion pour changer, pour faire avancer quelque chose. L'Afrique a besoin de vous qui me suivez et aussi l'autre qui est à côté de vous. Passez-lui les messages, dites-lui quelque chose que vous avez appris. Donc ça a été un grand plaisir, comme je disais tout à l'heure. On va faire comme d'habitude. Donc je vais demander à tout le monde sur le plateau de pouvoir lever sa main. Et on dit ensemble bye bye. Bye bye. On s'acclame.